Eh bien, merci d'être là. Vous êtes très nombreux et nombreuses. Ça fait plaisir de voir autant de monde intéressé par le Lean. Déjà, un grand merci aux sponsors. Je tiens toujours à le faire parce que j'étais dans des organisations comme ça de conférences et c'est vrai que sans eux, vous ne serez pas là. Ou alors vous paierez le prix de votre billet beaucoup plus cher que ce que vous avez payé. Donc, merci à eux. Pour me présenter rapidement, je m'appelle Nicolas Ploquin, je suis coach Lean chez Octo Technologies. J'accompagne les dirigeants d'entreprises, les managers, des programmes agiles, donc plusieurs équipes, ce qu'on appelle des trains parfois, des équipes. Rapidement, je suis co-auteur de Culture Kaizen et je suis Black Belt en Lean Management. Et comme je le dis là, vous voyez cette tête là toute souriante. C'est un petit peu l'état d'esprit que j'avais quand je suis arrivé dans la mission que je vais vous décrire. C'est-à-dire tout souriant et très, très confiant, puisque c'est l'accompagnement d'une équipe de 10 personnes. Donc j'ai l'habitude de faire ça. Donc voilà, j'étais très confiant quand je suis arrivé. L'accompagnement plutôt facile. Et Caroline, la manager de l'équipe, alors manager c'était N+2 de l'équipe, pas la manager directe, commence à nous donner le contexte et nous explique que tout le monde aime son travail. Mais ils n'aiment pas trop les conditions dans lesquelles c'est exercé aujourd'hui. Je dis d'accord, ok, très bien. Et puis là, elle commence à nous parler d'un mal-être dans l'équipe. Puis d'un mal-être qui fait qu'elle en arrive même à être au bord des larmes. Et là, je me suis dit, ça va être un sujet un peu plus compliqué que prévu. Je ne vais pas arriver dans un endroit avec le grand sourire, tout ça, ça va être un petit peu plus compliqué. Et donc, ils ont testé plein de choses. L'agilité, ils ont déjà eu des coachs agiles qui sont arrivés, qui ont déjà essayé de faire des choses avec eux, mais ils sont débordés, ils ont plein de sujets. C'est une équipe réseau, on est dans un grand groupe français, une équipe réseau qui est au centre de plein de projets, de plein de sollicitations diverses et variées. Ils ont des demandes de support, des demandes de maintenance, des demandes d'évolution, des demandes du parc réseau énormissime, et ils sont 10 pour gérer tout ça. Et ça tombe bien, puisque, comme nous le disait Marc Desmougeot, dans un long entretien qu'il nous a accordé pour le livre Culture Kaizen, c'est une mission qu'on avait fait chez DSI Veolia, mais c'est pas de cette entreprise dont je parle aujourd'hui. Vous avez dit que le Lean permet de craquer des sujets que l'on pensait incraquables. Et donc on va essayer avec cette équipe. Pour vous donner un peu de contexte, on est dans une situation où dans l'entreprise, il y a énormément de chefs de projet, plus de 100 chefs de projet, qui portent chacun des projets. Et leur objectif de chef de projet, c'est de pousser les projets. Et donc ils ont plein d'équipes à leur disposition et ils travaillent donc avec toutes ces équipes. Ils sollicitent les équipes comme ils le veulent, en fonction de leur spécialité, etc. Et au milieu de tout ce brouhaha, il y a une équipe, l'équipe réseau, qui est au centre de beaucoup de projets et qu'on sollicite soit directement par les chefs de projet, soit par le biais d'équipes qui ont dit il y a un problème réseau, il faut aller voir le réseau. Et donc, ils sont submergés de demandes, des demandes de support, des demandes d'ouverture de flux, des demandes de déploiement de nouveaux projets, avec de l'ingénierie, de la configuration. Et elle ne maîtrise rien, elle est dans un brouhaha constant, elle subit la situation, et elle est dans une situation donc extrêmement stressante. Et bien évidemment, elle est au cœur de tous les projets de la DSI, et bien évidemment, tous les projets sont prioritaires. Donc elle est dans une situation très compliquée. Là, je me dis, ça ne va pas être une mission si simple que ça, et donc je sors à ce moment-là mon Daruma. Je ne sais pas si vous connaissez le Daruma, petite statuette japonaise, c'est une croyance. Au Japon, on va chercher une statuette quand on a un vœu, quand on a quelque chose d'important à faire. On va récupérer dans un temple cette statuette. Quand on commence à essayer d'aller vers ce vœu, la réalisation de ce vœu, on colorie l'œil gauche, un des yeux, et puis on essaye de faire ce qu'il faut. Et puis, quand le vœu est réalisé, on colorie l'œil droit. Et si le vœu, malheureusement, n'est pas réalisé, on retourne au temple et il y a tout un rituel pour sacrifier la statuette. Elle est brûlée, tout ça. Bref. Donc là, je colorie mon œil et je pars en mission. Le constat qu'on fait quand on arrive dans des organisations comme ça, on fait ça tous les jours. J'ai accompagné une bonne cinquantaine d'équipes, trains, programmes, etc. Et à chaque fois, on fait le constat que les managers, surtout les managers, sont un petit peu ensevelis sous plein de méthodes, d'outils. J'ai volontairement échangé des outils, des méthodes. Ils ne savent plus trop quoi utiliser, etc. Et de ce fait, ils perdent de vue l'efficacité et la simplicité radicale du management opérationnel.
Et c'est là-dessus qu'on va essayer de les amener, parce que justement, de notre conviction, on a la conviction que le management opérationnel, c'est la clé pour justement craquer ces problèmes qu'on croyait incraquables, pour reprendre un petit peu Marc. Et c'est aussi, pour nous, on a la conviction que c'est lié à la satisfaction des collaborateurs. Et qu'en développant leur efficacité opérationnelle, on améliorera la satisfaction des collaborateurs. Et donc on est parti pour commencer la mission. Et comment on commence une mission Lean? On va créer le consensus. Ce qui se passe, c'est que jusqu'à présent, on avait beaucoup de soucis exprimés, mais jamais de problème. Et le Lean, bien évidemment, le Lean, on fait de la résolution de problèmes. C'est le développement des personnes par la résolution de problèmes. Et donc, ce qu'on va essayer de faire, comme nous disait Edgar Schein, c'est atteindre le consensus. Et atteindre le consensus, c'est quoi? C'est le processus de création d'une réalité partagée. Donc, la première chose qu'on va essayer de faire, c'est de transformer tous ces soucis qu'on nous a exprimés en problèmes. Et du coup, c'est quoi un problème? Pour vous, c'est quoi un problème? Pas le droit de répondre. Pour info, cette question, je la pose dans toutes mes confs. Quelque chose qu'on peut résoudre, oui, certes. C'est plus spécifique que ça. Ah, je croyais que tu levais la main. Ouais. Un obstacle, oui. Il n'y a pas la réponse. Un frein, ça peut être un frein. Ça, c'est... Un écart au standard, quelqu'un qui a lu du Lean. C'est bien. Non, c'est un écart au standard. Alors, plus précisément, parce qu'un écart au standard, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, sauf aux spécialistes du Lean. Nous, on appelle ça toujours un écart de performance. En fait, ce qu'on veut faire, c'est chiffrer. Alors, bien sûr, quand c'est chiffré, c'est beaucoup plus simple de résoudre le problème, puisque c'est chiffré, donc on sait que quand il n'y a plus l'écart, c'est résolu. Bien sûr que c'est un frein, mais le frein, c'est une cause potentiellement du chiffre qu'on a, du mauvais chiffre, de l'écart qu'on va avoir. Et donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est de transformer tous ces soucis en problèmes pour passer d'une situation qui est très diffuse et insaisissable à une situation beaucoup plus claire et qui va être actionnable par l'équipe. Premier point, on nous dit « Ah, on n'a pas le temps de s'occuper des flux de demandes classiques, on perd beaucoup trop de temps dessus. » Vous avez un flux de demandes et vous ne vous en occupez pas. Qu'est-ce qui se passe? Bon, on a essayé de regarder, et en effet, il ne s'en occupe pas. 107 tickets en stock, ce qui commence à faire pas mal. 94% des tickets ont plus de 50 jours, pour une équipe de support réseau. Et 50% des problèmes ont un problème des issues, des incidents, ont un problème de qualité entrante. En gros, ne les met pas en situation de réussir le traitement de ce ticket-là. On commence à comprendre pourquoi ils ne traitent pas ces problèmes de flux. On a la répartition des incidents. En fait, ce dont on se rend compte, c'est que, bien évidemment, c'est une équipe N2, donc il y a l'équipe N1 qui traite les tickets qui peuvent, et puis quand ils ne savent pas résoudre, ça remonte au N2. Et ce qu'on se rend compte, c'est que l'équipe N1 se trompe dans 60% des cas. Et donc, dans 60% des cas, le ticket qui leur est assigné, ils les regardent, et c'est pas nous, donc on va essayer de passer du temps pour essayer de trouver les bonnes personnes, on trouve les bonnes personnes et on réassigne. Donc on perd du temps, on fait pas ce plat et on n'ajoute pas de valeur. C'est pas très encourageant. Deuxième assertion qu'on nous a dit, les demandes de flux sont toujours réalisées dans l'urgence sans avoir la possibilité de s'organiser. Les demandes de flux pour un réseau, il y a un point A, je veux aller au point B, comment je fais pour que le point A puisse contacter le point B, d'un point de vue réseau. Donc les demandes de flux, ils ont aussi un outil de ticketing pour faire l'ouverture de flux. Et donc le premier geste qu'on fait en ligne, c'est de regarder le flux entrant et le flux sortant, voir si on arrive à être ce qu'on appelle au rythme du client, en gros si on arrive à fermer autant de tickets que le client ouvre. Ce dont on se rend compte, c'est qu'on a fait l'analyse des 9 dernières semaines. Sur les 9 dernières semaines, on a eu 111 demandes de créer en flux entrant. On a eu 46 de traités sur ces 111. On en a eu 46 de traités. On en a encore 29 en stock. Et on en a eu 36 d'annulés. Donc là, forcément, ça titille un peu. On va essayer d'aller chercher un petit peu plus loin. Et en faisant l'analyse du stock avec les personnes sur le terrain, on se pose à côté d'eux, on regarde avec eux. Ce qu'on a vu, c'est sur l'analyse du stock, sur les 29, on en a vu 23 de simples et 6 complexes. Simples, c'est des tickets qu'on peut traiter en moins de 2 heures, sous couvert d'une bonne organisation. Et les 6, tickets un peu plus complexes, ils nécessitent un petit peu d'analyse. Et sur les demandes annulées, on voit qu'il y en a 60% qui ont été annulées pour des questions de sécurité que le RSSI nous a retoquées.
et 40% pour des questions de qualité in, parce qu'on leur a demandé de faire quelque chose, mais on leur a pas dit, on leur a pas donné les informations qui leur étaient nécessaires. Assertion suivante, on a beaucoup de projets en cours. Alors ça, quand on entend beaucoup en ligne, ça nous titille un petit peu. Beaucoup, ça veut dire quoi? Beaucoup, ça veut dire qu'il y a 180 projets au sein de l'organisation qui sont en cours aujourd'hui. Sur les 180 projets, on en a 32 qui sont en cours au niveau de l'équipe réseau. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde le statut de chacun de ces projets, on voit que 79 projets sont à 2 étapes du processus. Donc là, on peut se poser la question de ce qui se passe sur ces étapes, qui sont un petit peu plus longues que les autres. Pour l'organisation, pour que l'équipe puisse s'organiser, il faut savoir quand est-ce qu'ils ont besoin de faire ces tâches. Hein, parce qu'ils nous disent on a beaucoup de projets en cours, on voit que c'est insaisissable, c'est un petit peu compliqué pour eux de s'organiser. Et ce qu'on voit, c'est que 66% des tickets n'ont pas de jalon. Quand on a essayé de regarder, ouais, mais ce truc-là, il est en retard ou vous êtes bon ou pas? On ne sait pas. Ah bon? Et celui-là, on ne sait pas. On va essayer de regarder clairement. Donc on a regardé tous les projets, et on a regardé sur tous les projets, sur les 35, il y en a 21, sur les 32, pardon, il y en a 21, qui n'ont pas de date de fin, enfin de jalon défini. Et ça, c'est très important, puisque en ligne, ce qu'on essaie de faire, c'est de clarifier les conditions de réussite. Qu'est-ce que c'est qu'une semaine réussie? Posez-vous la question dans vos organisations. C'est quoi ma semaine réussie? Et si on n'est pas capable de répondre à ça, ça veut dire qu'il nous manque des infos. Et là, clairement, ils ne sont pas capables de répondre à ça, puisque le fait de ne pas avoir de jalon les empêche de s'organiser, mais en plus de ça, ça fait que les gens toquent à la porte pour demander quelque chose qui est super urgent, qu'il faut livrer maintenant. Nos personnes clés sont surchargées. Oui, forcément, dans toute équipe d'experts, parce que là, c'est une équipe réseau d'experts, hein, leur expertise est au top, mais malgré cette expertise au top de toutes les personnes de l'équipe, il y a toujours des personnes qui ont une expertise un peu plus importante que les autres. Et en effet, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé le nombre de projets qui étaient par personne. Le nombre de projets par personne, on a donc Julien, Damien, Pierre, Nicolas, j'ai changé tous les noms parce que forcément, on anonymise les expériences. On a vu que 90% des projets en cours sont supportés par 44% de l'équipe. Donc là, on a un vrai goulot d'étranglement d'expertise, comme on pourrait dire, puisque finalement, ces personnes vont être surchargées. On a 3 personnes qui travaillent à l'étape de cadrage seulement, et ça représente 12 projets, et 12 projets, c'est 38% des projets de l'équipe. Donc 3 personnes qui gèrent 38%. Et Julien, expert de l'équipe aussi, gère 50% des projets en cadrage. Et donc là, on voit ce que ça nous dit, c'est qu'en effet, il y a un vrai sujet de compétences et surtout de flexibilité dans l'équipe. On ne maîtrise pas le flux projet. Le flux projet, c'est un des éléments les plus importants, puisque les flux projets, c'est justement tous ces projets stratégiques de l'entreprise dans lesquels s'inscrivent toutes les équipes, dont l'équipe réseau. Et donc c'est vraiment ce que souhaite réussir finalement l'entreprise. Donc on ne maîtrise pas le flux projet. Alors, ok. Et en effet, ça a été un petit coup dur quand on est arrivé. En fait, on leur a dit, montrez-nous le backlog, montrez-nous ce que vous avez à faire. Il n'y en a pas. Ah, ok. Et 0 standard de gestion de projet. Ils ne savent pas gérer un projet. Enfin, c'est pas qu'ils ne savent pas, parce qu'ils le font. Ils le font, mais dans l'improvisation tout le temps. Et ce qui fait qu'ils sont sollicités, tenez-vous bien, par 7 canaux de sollicitation différents. Donc ça veut dire qu'en gros, ils reçoivent leur demande projet par un chef de projet ou une équipe par mail perso. Tu pourrais me faire ça dans une boîte aux lettres de l'équipe, sur les téléphones perso, des fois, j'en ai vu, téléphones perso ou d'entreprise, j'aurais même pu mettre 8 du coup. L'outil de ticketing, comme on a vu, il y a des fois des outils de ticketing, d'ouverture de flux, l'outil de réseau, ils ont 2 outils de ticketing, la messagerie instantanée, et parfois, quelqu'un qui demande comme ça, à la machine à café. J'ai même une personne qui m'a dit « j'ose plus sortir du bureau parce que dès que je sors du bureau, je croise quelqu'un qui me donne du travail ». Et donc il restait, il mangeait sur son bureau. Bon, après c'était pour... Il sortait quand même. Hein. Mais ça montrait quand même le gros problème qu'il y avait dans cette équipe. Et dernier le point important aussi,
à la vue de tout ce système où on voyait qu'il ne leur permet pas à eux de s'organiser au jour le jour, on a été voir les clients, bien évidemment. Ils nous disent tout le temps, bah, les clients sont jamais contents et se plaignent toujours des délais, ok. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va voir les clients et on va leur demander. Et on leur demande est-ce qu'ils sont satisfaits ou pas satisfaits. Et donc là, on utilise le NPS, le Net Promoter Score. Pour ceux qui connaissent, c'est un indicateur de satisfaction client. En gros, on classe les clients en 3 catégories, les détracteurs qui disent volontairement du mal de nous, les neutres qui disent rien de nous, qui sont plutôt, bon, voilà, ils aiment bien ce qu'on fait, mais ils vont pas le crier sur les toits, et les promoteurs qui, eux, crient sur les toits que c'est super bien. Vous voyez, les promoteurs, c'est les gens en vert, c'est tous ces gens en vert, enfin, ce genre en vert, en fait. Du coup, on a un Net Promoter Score à moins 30. Quand on est en dessous de 0, ça veut dire qu'on a plus de gens qui disent du mal de nous que de bien, donc il y a quelque chose à faire. Ce qu'ils nous disent, c'est pas de suivi de demande, aller-retour sur les demandes, variabilité dans la qualité des traitements. Ça assoit un petit peu tout ce qu'on vient de voir jusqu'à présent. Dernier point, les collaborateurs sont démobilisés, et bien évidemment, on a fait un INPS, l'équivalent du NPS, et on voit qu'ils sont à moins 50, donc il y a une vraie insatisfaction, un vrai stress dans l'équipe. Et on a ce Damien qui est une personne ultra compétente dans l'équipe, et qui m'a touché un petit peu, parce que c'est quelqu'un qui pourrait monter, qui a les compétences complètement pour devenir architecte dans l'entreprise, architecte réseau, architecte d'infrastructure, mais en fait, il ne le fait pas, pour être mieux payé, pour être mieux reconnu, mais il ne le fait pas parce qu'il sait très bien que s'il lâche l'équipe sera encore plus en difficulté. Et donc il reste un petit peu dans cette équipe, malgré lui, pour l'aider et la soutenir. Et donc là, on voit bien qu'avec tout ça, on est passé d'une situation très confuse, l'équipe va pas bien, elle ne sait pas s'organiser, tout ça, à une situation très claire, et on sait ce sur quoi on va pouvoir travailler avec eux. Et on est en situation maintenant de passer à l'action. Le deuxième point, donc là on était sur la phase d'immersion, de bien comprendre la situation et de transformer tous les soucis qu'on nous assène verbalement en problèmes que l'on va pouvoir résoudre, comme tu le disais tout à l'heure, puisque bien évidemment maintenant tous ces chiffres-là, on va pouvoir travailler dessus pour les rendre meilleurs. Premier truc qu'on va faire, on va les cafeter. En ligne, le geste du manager et du sponsor. Donc là, en l'occurrence, on a présenté au N+2, au N+3, au N+4 de l'équipe. On a besoin du sponsorship fort. On a besoin qu'ils ne nous disent pas « ouais, de toute façon, l'équipe, elle est nulle ». On a besoin de leur montrer les problèmes chiffrés pour qu'ils disent « ah ouais, en fait, elles ont vraiment besoin d'aide ». Et donc, leur dire « ok, vous faites quoi ?» Et donc, en faisant ça, en faisant ce geste, ils vont dire « ouais, on va les aider ». Et donc, prenez le temps qu'il faut avec eux, faites ce que vous avez à faire, vraiment, ça va être bien, on va les supporter. Donc ça, premier point. On a eu le go, on va faire un atelier avec eux. Pendant 3 jours, on va se mettre dans une salle fermée et on va travailler avec eux sur des questions de qualité, de coût, de délai, de satisfaction client, en leur montrant vraiment tout ce qu'on a vu, les chiffres que vous avez vus là, bien sûr avec le détail de tout ce qui se cache derrière tous ces chiffres, pour essayer d'actionner les sujets. Tiens, là, il y a eu des délais un petit peu longs, pourquoi? C'était quel ticket? C'était celui-là, qu'est-ce qui s'est passé sur celui-là? Ah oui, je me souviens. Bref, on va vraiment travailler sur des sujets très précis et très spécifiques pour pouvoir en tirer des axes d'amélioration. Et ensuite, on fait la restitution au sponsor pour que le sponsor dise « ouais, l'équipe, elle a cranté tout plein de sujets, c'est super, allez-y, je vous couvre s'il y a des chefs de projet qui vous demandent des trucs pendant que vous améliorez. » Ensuite, on a défini sur ce que c'était qu'une semaine réussie. Comme je vous disais, c'est un sujet très important. Et donc, la première question qu'on va se poser quand on fait du Lean, c'est quoi notre pièce, notre unité d'œuvre, la pièce qui va traverser nos processus? Pour travailler là-dessus, on a travaillé sur le support. Le support, on sait qu'on va avoir le ticket de support, qui va être important pour nous, qu'on va pouvoir mesurer. On a les demandes d'ouverture de flux, ça c'est facile, parce que ce sont des tickets qui sont dans un outil aussi. Et on va avoir les activités projets, ça c'est vu avec l'équipe. En fait, vu qu'ils n'ont aucun outil pour traiter, mesurer les activités projets, on a défini une activité projet. Et on a essayé de mesurer avec eux combien d'activités ils faisaient. Donc pendant 2 semaines, ils ont regardé dans un super outil qui s'appelle Excel, dans un tableau, ils ont noté toutes les activités projets qu'ils ont gérées. Et toutes les activités projets qu'ils ont gérées, on était à 10,5 par semaine. Il y avait une semaine à 10, une semaine à 11, et donc on était à 10,5, c'est bien, ça nous donne une base. On se dit, aujourd'hui, le rythme de l'équipe, c'est de traiter 10,5 demandes par semaine. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'on fait du Lean,
On va mettre l'objectif à 20. Voilà. On met l'objectif à 20. Alors on sait, comme ça va faire... Ils sont violents quand même, les gens. C'est un peu violent parce que ce qu'on veut, parce qu'on a le support du sponsor aussi, hein. Le sponsor, il a dit, ouais, on voit les difficultés qu'ils ont, c'est super, il faut essayer de bouger les choses. Et ce qu'on veut, c'est vraiment faire de l'amélioration continue. Ça, c'est souvent quelque chose qui est mal compris, mais ce qu'on veut, c'est que les gens changent leur manière de faire. Qu'est-ce qui serait passé si on était à 10,5 et qu'on mettait à 12? Les gens, ils bosseront plus, en fait. C'est 15, enfin, 10,5, 12, je sais pas, ça fait 15% de plus. Bah, il suffit de pas manger entre midi et 2, ou de déboucher un peu plus tard, on a 12. Alors que ça, ils ne peuvent pas le faire. Donc ils sont obligés de réinventer leur manière de travailler, et de vraiment corriger leurs problèmes. Et donc en faisant ça, ce qu'on va faire, c'est que on veut 20 par jour, ok. Aujourd'hui, 20 par semaine, ça fait 4 par jour. Donc on va mettre un délit en place, et puis le délit, on ne va pas raconter sa vie, le délit, on va se poser la question. Qu'est-ce qu'on a réussi aujourd'hui? On en a 4. 4 activités, on prend lesquelles? On prend cette-ci, cette-ci, cette-ci. Ok. Comment on s'organise pour les réussir, les activités? Et puis c'est quoi les obstacles? Ok, on y va, et on va réussir nos activités. Et le soir, le lendemain, qu'est-ce qu'on devait réussir hier? Est-ce qu'on a réussi? Pourquoi? Et là, on commence à se poser des questions sur des tickets vraiment concrets, spécifiques. Pourquoi on n'a pas réussi à sortir ce truc-là? Et c'était un petit peu compliqué. Là, je vois tous les gens qui disaient « Enfin, c'est abusé », qui disent « Ah, tu vois que c'est abusé ». Bon, oui, c'est abusé, parce que l'équipe l'a un peu mal vécu au début, et c'est normal, on a l'habitude, puisque, en fait, elles en ont sorti les 2 premières semaines, elles en ont sorti 7, puis après 6, et donc on avait des écarts de 13 et 14 sur les 2 premières semaines. Elle ne l'a pas forcément bien pris, mais ce qui était intéressant, c'est qu'on a regardé la cause. Pourquoi vous n'avez pas réussi à sortir ces 13 et 14? Pourquoi on n'a pas réussi à sortir les 13 et 14? Parce qu'il y avait des problèmes de qualité. Donc le ticket, on dit « Ah, c'est super, je prends cette activité ». Et à la fin, j'ai pas réussi l'activité parce que j'ai pas ce qu'il fallait pour travailler. Intéressant. Des problèmes de disponibilité, des gens qui disaient « Ouais, je vais le prendre. » Ah, maintenant, j'ai été pris sur un autre sujet, incident opérationnel, tout comme ça. Et puis d'autres, on fait la tête de Pareto, on verra les autres plus tard. Quand on résout le premier problème, le deuxième a une promotion, on va déjà travailler sur le premier problème. Ce qu'ils ont décidé, du coup, on s'est concerté, ce que l'équipe a décidé, c'est de se dire, si on n'y arrive pas parce qu'on a plein de problèmes de qualité, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer notre semaine. Toutes les semaines, on va se voir, à la fin de la semaine, on va se voir le vendredi, 45 minutes, et on essaie de définir, à l'avance, les 20 activités qu'on va essayer de faire dans la semaine. Et donc, on va se poser ces mêmes questions. Qu'est-ce qu'on a réussi dans la semaine? 20 activités, lesquelles on choisit, quels obstacles on peut avoir. Et la semaine suivante, on va se reposer cette question à l'échelle. Quelle tâche on avait prévu cette semaine? Et puis, est-ce qu'on a réussi à faire cette tâche cette semaine? Ils ont là encore utilisé une super technologie qui s'appelle Excel. On n'est pas très rocket science dans le ligne. Et chaque semaine, ils ont défini leurs tâches. Là, ce que vous voyez ici, c'est les tâches de la semaine, la première semaine, la deuxième semaine. Et ils ont énuméré les tâches. Et à la fin de la semaine, on mettait en rouge celles qui n'ont pas été réussies, en vert celles qui ont été réussies, et en orange celles qui ont été réussies mais qui auraient dû être réussies la semaine d'avant. Qui ont été décalées du coup. Et chaque point rouge, c'est quelque chose d'hyper important pour eux parce que c'est là-dessus qu'on va apprendre. Et donc on va se poser, chaque point rouge, qu'est-ce qui s'est passé réellement sur cette tâche-là? Pourquoi on l'avait prévu et on ne l'a pas réussi? Et donc concrètement, qu'est-ce qu'on a à apprendre sur cette tâche-là? Et on travaille, et on travaille. Et on fait ça en boucle. Ce qui a été intéressant, c'est qu'ils ont été obligés de se dire, si on veut décider d'avoir les 20 là, si on veut choisir par semaine 20 activités, il va falloir qu'on se dise si c'est une bonne activité ou pas, comment on fait? Et donc ils ont été obligés de trouver un standard, appelez-le DOR si vous voulez, mais ceux qui l'ont décidé, de se dire, qu'est-ce qu'on vérifie pour être sûr et certain que cette activité, on puisse la faire? Et donc, ils ont commencé à travailler sur un truc. Et puis, quand il y a une activité qui est dans la liste, on la prend, et puis c'est bon, elle passe notre truc, on y va. Si elle ne passe pas notre standard, on va voir le chef de projet ou la personne qui a fait la demande, et puis on va le former à notre standard. Et on va lui dire, tu vois, là, l'écart, il est là. Et donc, je suis désolé, on ne peut pas la prendre, mais voilà notre standard. Si tu fais notre standard, la prochaine fois, elle sera prise. Pour les problèmes de disponibilité, souvenez-vous des indisponibilités, il y avait des sujets, donc ils ont décidé de se mettre en binôme. Alors là où c'était possible, au début, là c'est les premières semaines, ils se sont mis en binôme, là il y a un binôme, là il y a un binôme, il y a même un trinôme ici. En fait, ils se sont mis à plusieurs sur une tâche, il y a un leader de la tâche, et si le leader a plus le temps pour X ou Y raison, en fait il se dit, tiens, toi tu vas le faire parce que tu as les compétences, même si tu n'as pas toutes les compétences, écoute, je vais te donner ce qu'il te faut, je vais être en support, mais au moins ça me prendra moins de temps. Et donc comme ça, on améliore la flexibilité de l'équipe, et donc l'expert peut être pris sur un sujet opérationnel, mais quand même, sa tâche peut quand même avancer. Et même à terme, ils ont même décidé, eux,
de carrément détailler par jour, parce que je ne sais plus pourquoi ça les aidait, mais la chef, c'est la manager, alors la chef d'équipe, c'est pas la manager N+2, c'est vraiment la chef de l'équipe. Elle disait ce serait vachement bien parce qu'ils ont eu, c'est parce qu'il y a eu des problèmes de synchro, je me rappelle. Excusez-moi, il y avait des problèmes de synchro parce qu'il y avait quelque chose qui devait être fait avant l'autre, et du coup, quand ils ont fait le truc à la fin de la semaine, on avait dit non, j'ai pas pu le faire parce que ça, ton truc, tu l'as fait le vendredi, moi j'avais plus le temps derrière de le faire. Du coup, va falloir qu'on s'organise. Et là, alors ils mettaient des petites croix, ils mettaient même des heures des fois, parce que des fois il y avait des heures précises à laquelle il fallait faire une mise à jour réseau, un truc comme ça. Et donc ils mettaient parfois les heures et les journées où on devait faire les actions. Donc là, ils avaient clairement, là on a vraiment travaillé sur le fait de clarifier notre semaine, clarifier les conditions de réussite d'une semaine. Et ce qui est super bien en clarifiant les conditions de réussite d'une semaine, c'est qu'on voit les écarts et que sur chaque écart, on peut apprendre des trucs. Et ça a mis en avant un autre truc. Souvenez-vous des projets avec les jalons. C'était intéressant, on essaie de définir nos 20 activités qu'on a à faire dans la semaine, mais si on n'a pas de jalons, si on ne sait pas quand est-ce qu'il faut le faire. Donc on ne sait pas si c'est maintenant vraiment qu'il faut le faire. Donc on va réfléchir à ça. Ouais, mais on n'a que 36 projets, 36% des projets qui ont un jalon. Comment on fait? Là, on a accompagné l'équipe, on a travaillé avec les chefs de projet, on a réalisé un petit standard pour déranger les chefs de projet le moins possible. En un quart d'heure, on allait voir tous les chefs de projet. Alors au début, on a mis un petit peu de temps parce que c'était mal expliqué, mais on a ajusté nos standards. Et après, on faisait des points d'un quart d'heure avec les chefs de projet et pour qu'ils puissent nous donner chacun leur jalon de leur projet. Et grâce à ça, on est passé à une situation peu pilotable, à une situation pas parfaite, mais le mieux est l'ennemi du bien. On est passé à 70% des projets avec jalons. Et donc 70% des projets qui étaient gérés dans l'équipe sont maintenant beaucoup plus clairs et on sait exactement ce sur quoi on va pouvoir travailler. Pour les tickets d'incident, souvenez-vous, il y avait 107 tickets d'incident, 94% des tickets supérieurs à 50 jours, j'ai toujours du mal en le disant. 50% avec des problèmes de qualité. Ce qu'on a fait, c'est là aussi, on a survolé le sujet. Mais là, ce qu'on a fait, on a vraiment traité le sujet. On a pris 20 minutes avec les personnes qui traitent les tickets dans l'équipe. Et on a travaillé un par un. On a pris les tickets, on a dit celui-là, il fait quoi? Celui-là, il est mal assigné. Ok, on le réassigne. Ah putain, c'est vrai que ça prend du temps la réassignation. Il faut chercher le bon interlocuteur, etc. Mais bon, on le fait. Et puis ce ticket-là, il est mauvaise qualité entrante. Bon, ok. Ce ticket-là, je peux le traiter, il n'y en a pas pour longtemps. Ok, on va le faire. Dans la semaine, je te propose de le faire, etc. Et puis on a fait ça avec des coups de 20 minutes, régulièrement, avec les équipes. On a essayé d'avancer ce ticket-là. Et surtout, chaque écart, problème d'entrant, problème de réassignation, on les a notifiés, on les a notés et on a fait ce qu'on appelle des PDCA dessus. On a travaillé dessus, on s'est amélioré. Et pour faire ça, on a joué une stratégie qui est très ancrée dans le Lean pour killer des stocks. C'est la stratégie 5 complexes. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un expert et on lui a dit, voilà, sur tous ces tickets qui restent là, tu regardes tous les tickets un par un, tu nous dis si c'est complexe ou simple. Celui-là complexe, etc. Les complexes, c'est un peu plus long et ça nécessite pas forcément long en temps, mais un petit peu d'expertise, quoi. C'est pas un truc très simple. Ou alors, des fois, il y en avait qui n'étaient pas très compliqués, mais si tu casses toute la boîte. Tu casses tout le réseau de la boîte. On va éviter. Donc, il y avait aussi une notion de risque. Peu importe. L'idée, c'est que derrière, on puisse avoir une compréhension très claire du stock. Et puis, les tickets complexes sont traités par l'expert. De toute façon, il n'y a pas d'autre choix. Par contre, on va profiter des tickets simples, non seulement pour faire ce qu'on appelle le mix produit, c'est-à-dire livrer régulièrement à notre client des éléments et surtout faire baisser notre stock, parce que les tickets simples vont pouvoir être pris par des personnes plus juniors, permettre de piloter leur montée en compétences grâce à des standards de traitement de tickets simples qui seraient écrits par les experts. Donc les experts écrivent le standard de tickets simples, les juniors utilisent le standard pour faire des tickets simples, montent en même temps en compétence sur ces gestes-là, ce qui fait que demain ils pourront prendre des sujets un peu plus complexes, etc., etc. Et donc en faisant ça, on arrive à travailler et à dépiler des tickets. Un autre point, les demandes d'îlots. Alors ça, c'est un sujet qu'on n'avait pas vu du tout pendant l'immersion. Mais ils avaient aussi des demandes d'îlots. D'îlots, c'est les îlots réseaux, c'est des espèces de sous-groupes réseaux. C'est-à-dire qu'ils sont dans un réseau, une usine, il y a un réseau. Et dans une partie de l'usine, il y a des prestataires qui vont venir travailler. Et donc, il faut les isoler. Il ne faut pas qu'ils aient accès à tout. Il faut qu'ils aient accès à certains outils, etc. Donc, ils font des îlots. Et ça, ils en font plein.
Mais je ne sais pas comment ça se fait, on est passé à travers dans l'immersion. Ce qu'on a fait dans ces cas-là, c'est on fait un vie ma vie, on se pose à côté du développeur, enfin pas du développeur, de l'expert réseau, et puis on regarde comment il fait. Là, on fait ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Ok. Il y a beaucoup de suivi d'activité. Comment tu fais est-ce que c'est automatisable? Ah ouais, c'est automatisable, mais t'imagines, ce serait hyper long, il y a plein d'étapes. Ok, ok. Donc le premier truc, c'est qu'on va automatiser les deux premières actions là. Bah, ça sert à rien, les deux premières actions, c'est juste télécharger un fichier et le mettre dans un dossier. Bah, tu l'automatises du coup, c'est pas... Ok. Et puis deuxième étape, la fois suivante, bah, on va utiliser, bah, regarde, il y a déjà un script qui copie le dossier. Ah, c'est bien. Et le prochain script, bah, c'est de dézipper et puis de copier là. Ok, bah, tu le script, tu l'ajoutes dedans. Et donc ils ont fait ça, petit à petit, jour après jour, plusieurs fois par jour même, parce que les demandes d'ILO, c'était plusieurs fois par jour. Et donc on est passé d'une demande d'ILO qui mettait 2 heures à traiter à 10 minutes. En un mois, je crois qu'on avait mis 6 semaines, un mois et demi. En un mois et demi, ils sont passés de 2 heures à 10 minutes pour traiter une demande d'ILO. Les clients étaient super contents. Parce que forcément, 2 heures, ça nécessitait un petit peu d'attente. Ça générait de l'attente. Ok, donc là, toutes ces actions, on les a mises en place. On a fait ça avec l'équipe, on a beaucoup travaillé avec l'équipe. L'équipe a clarifié sa vision. On a travaillé sur des éléments extrêmement spécifiques, mesurés et mesurables. Maintenant, le dernier geste, c'est est-ce que ça marche? Parce que dans le Lean, on aime bien faire des trucs, mais on aime surtout mesurer que ça marche. Parce que faire des trucs, si on ne mesure pas, ça ne sert à rien. Premier élément, le stock. Vous vous souvenez, les grands stocks, les 107. Voilà. Donc après les 2 mois d'accompagnement, enfin les 3 mois si on compte l'immersion, on est passé de 107 à 2, et c'était 2 tickets de 2 heures. Donc voilà, c'était le flux commun, classique de l'équipe. Ça, je vous mets une VOC, une voix du client. C'est des interviews qu'on fait avec les clients pour comprendre leur satisfaction. Un client qui faisait beaucoup de demandes d'ILO, et enfin, régulièrement des demandes d'ILO. Et donc, on l'a interviewé sur la demande d'ILO XXXXX, vous vous doutez que c'est anonymisé, hein. Mais on a interviewé Maxime sur la demande d'ILO XXX, et, parce que lui, il en faisait beaucoup, et ce qu'il nous a dit, c'était ça. Ah, c'était rapide, donc c'est très bien. Les premières que j'avais faites étaient bien plus longues en octobre 2022. Et donc le traitement était optimal, et cette demande n'est pas isolée, mes autres demandes sont traitées de la même façon. Yes. L'équipe a vraiment appris quelque chose, elle a vraiment appris à traiter ces demandes d'ILO, et là je vais vous dire que l'équipe, elle n'a plus du tout envie de retourner en arrière, hein, en ayant des trucs comme ça. Là où avant, ils avaient des chefs de projet qui leur tapaient dessus, entre guillemets, hein. Quoique. Là, ils n'ont plus du tout envie de retourner en arrière. Le delivery, là où ils faisaient 10,2, alors je disais 10,5, c'était 10,2. 10,2 activités projet par semaine. Ils sont passés à 16,7 activités par semaine. Ouf, parce que les premières semaines, c'était passé à 7 et 6, je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc on est content, c'est remonté après. Donc c'est remonté à 16,7. La satisfaction des collaborateurs, qui était un des sujets qui m'avait vraiment impacté au début, quand les premières personnes m'en parlaient. On était à moins 50, souvenez-vous. On est passé à moins 14. Pas, hein, on est d'accord que ça reste négatif, mais pour nous, ça a été un vrai geste, puisqu'on a vraiment montré l'impact que la performance opérationnelle a sur la satisfaction des collaborateurs. Et donc, victoire, ben non, pas tout à fait. Pas tout à fait, parce que ce qu'on essaie de faire dans le Lean, c'est de l'amélioration continue. Et donc, on fait des missions de 3 mois, on est 3 mois avec eux, 2 jours par semaine. C'est sympa, ils se sont améliorés parce qu'on était là. Est-ce qu'ils vont continuer à s'améliorer? Nous, notre check, hein, sur le PDCA, le check, notre check, c'est de faire un check 3 mois après. C'est toujours un moment un peu délicat, je ne vous le cache pas, quand on va revoir une équipe 3 mois après et qu'on leur demande la performance, 3 mois sans nous, on se dit, bon, est-ce qu'ils ont continué? Eh bien, on a continué à aller les voir. Et 3 mois après, ils avaient encore amélioré leur delivery de 38%. Donc ils sont passés de 10,2 à 16,7 à 23 activités par semaine. 125%. Pas trop mal. La satisfaction collaborateur, ça a été notre plus grande satisfaction à nous. Elle est passée à plus 28, on est passé en positif. Et ça a été un soulagement pour nous parce que je vous promets que c'était très compliqué quand on est arrivé. Et je vous ai passé les insultes que nous, on a reçues, hein, parce qu'on était vus comme des gens qui allaient les embêter dans leur travail qui était... Voilà.
Et donc j'ai pu colorier le deuxième œil de mon Daruma. Et j'étais fier, puisque les personnes avaient appris, et surtout, on a montré que sans rien faire, on n'a pas mis de baby-foot dans leur bureau, hein, on n'a rien fait d'autre que d'améliorer leur performance opérationnelle. Et on n'a fait aucune rétrospective. Voilà, ça c'est juste pour un petit message. On n'a jamais fait de rétrospective avec l'équipe. La rétrospective pour nous, c'est pas un truc qu'on fait régulièrement, puisque nous, l'amélioration dans le Lean, on l'a fait sur le poste de travail. Et donc la rétrospective, le premier truc, c'est de le faire déjà toutes les 2 semaines, donc on n'est plus vraiment en direct avec l'information qu'on a. Hein, s'il s'est passé quelque chose le mardi de la semaine dernière, faut qu'on le résolve maintenant. On a perdu des infos depuis. Si je vous demande ce que vous avez mangé mardi dernier, vous n'allez pas pouvoir me répondre comme ça du tac au tac. Donc voilà, on perd de l'info. Nous, dès qu'on a le problème, on va essayer de travailler dessus. Et donc on travaille avec eux, dès le stand-up. Hein, souvenez-vous, on doit réussir 4 activités, on s'engage sur 4, on en a réussi 2. Super, il y en a 2 qui ne sont pas sortis, on va essayer de travailler dessus. La question qu'on a à chaque fois, tous les jours, quand on arrive dans l'équipe, c'est la question de Heartburn. Qui doit apprendre quoi pour réussir? C'est pour ça qu'on commence tout le temps par les indicateurs, parce que ce qu'on veut, c'est clarifier ce que c'est que réussir. Réussir, c'est 20 activités par jour, c'est diminuer le stock, c'est améliorer la satisfaction client, c'est tout ça. Et donc, on a besoin de mesures. Et une fois qu'on a clarifié ce que c'était que réussir, on se pose la question de qui doit apprendre quoi pour réussir. Un an après, cette même entreprise nous recontacte et nous propose de faire l'accompagnement. Je vous jure, c'est la plus belle récompense. Nous propose de faire l'accompagnement de l'équipe d'architecture, qui était en grande difficulté. Je ne vous refais pas le truc. Voilà. Et souvenez-vous de Damien, ce monsieur qui voulait devenir architecte. Et bien, quand j'y suis retourné, on m'a présenté les équipes et on m'a dit oui, il y a Damien que tu connais déjà, qui est à la tête d'une équipe de 5 architectes. Je suis super content. Et quand j'ai été voir Damien, il m'a dit ah Nico, merci, vraiment, c'était sympa, on a bien travaillé ensemble, puis là l'équipe elle s'est super stabilisée, elle maîtrise son flux, elle est dans une très très bonne situation, et du coup ça m'a permis de les lâcher sans leur faire mal, et ils ont pu récupérer grâce au standard les connaissances que j'avais assez spécifiques. Et donc, ouais, merci, parce que grâce à toi bah, j'ai réussi à quitter l'équipe et à progresser. Et donc, ça m'a fait très plaisir. Et il m'a dit, par contre, Nico, je suis vraiment désolé, j'ai vraiment pas le temps. J'ai vraiment pas le temps, je croule sous les demandes. L'architecture, c'est un domaine affreux, il y en a partout. Donc là, j'ai vraiment pas le temps pour toi. J'ai pris mon... Merci beaucoup.